Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Buffet froid. Fred, ici présent. Et Léo pour vous accueillir avec au menu aujourd'hui Petite histoire autour d'Halloween, puisque nous sommes bientôt, je vous le rappelle, le 31 octobre, la nuit de tous les saints. et sans transition, on va partir sur l'historique de l'origine d'Halloween. Donc Halloween, au départ, le terme entier c'est All Hallows Eve, la veille de tous les saints. Donc c'est une fête qui serait d'origine celte et plus précisément irlandaise et qui est la fête de Samhain, dont je soupçonne que ma prononciation est pas du tout la bonne, mais si vous le tapez à peu près comme je l'ai prononcé, normalement vous devriez trouver à quoi ça correspond. Et Samhain donc c'était le dieu de la mort. Il faut savoir que le calendrier celte finissait en octobre et pas le 31 décembre, contrairement au nôtre. Et donc la fête de Samhain, c'était à la fois la fin de l'été et le début de l'hiver qui promettait d'être long. Parce qu'on considérait à cette époque que dans la région, il n'y avait que 2 saisons, l'été et l'hiver. Donc 6 mois d'hiver, oui, ça commence à faire quand même. C'est un peu long quand même. Et donc les Celtes, contrairement à nous, parce qu'ils en faisaient qu'à leur tête, ils utilisaient un calendrier lunaire. Donc c'était pas possible en fait de prévoir la date précise, ils faisaient de l'à peu près. Donc ils disaient bon à la louche, là ça doit être la bonne date. On retrouve des traces dans toutes les civilisations de rituels qui sont assez précis et répétés autour de la mort. C'était déjà le cas à la préhistoire, hein. On a retrouvé des ossements enterrés qui permettaient de voir qu'à l'époque déjà ils enterraient leurs morts. Il y a des dessins dans les cavernes qui montrent aussi certains rituels un peu chamaniques autour du passage de la mort. D'ailleurs, à la préhistoire et à l'époque paléolithique en particulier, ils considéraient que les cavernes étaient des portails entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc c'est une idée qui est quand même assez ancienne. La fête de Samhain, justement, elle était là pour célébrer à la fois le passage de la nouvelle année, mais aussi pour accueillir les esprits des défunts. Et elle était célébrée sur 7 jours à peu près, donc 3 jours avant la pleine lune, plus ou moins, et 3 jours après. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils rigolaient pas du tout avec cette fête, hein. C'était pas l'Halloween d'aujourd'hui, parce qu'elle était obligatoire et que ceux qui s'y prêtaient pas, ils risquaient des châtiments corporels. Et bien ça va faire la fête à ce temps-là, c'est bien Léo. Ouais, t'as raison. Donc la fête, elle était prévue pour ouvrir un portail entre les deux mondes. On retrouve cette notion de la préhistoire. Encore une fois, celui des vivants et celui des morts. Et les morts, la nuit d'Halloween, perdaient leur invisibilité. Les Gaulois, à cette occasion, ils devaient éteindre le feu de leur foyer pour que les druides allument un nouveau feu. Et ce nouveau feu, il venait symboliser le début et l'accueil de la nouvelle année. En Irlande, il y a une coutume qui s'est gardée un peu aujourd'hui, à savoir de sculpter des légumes pour mettre une lanterne dedans. Sauf que à l'époque, c'était pas des citrouilles, c'était des navets. Et pourquoi des navets ? Parce que c'était moins cher que des sculptures en métal comme il pouvait y avoir à l'époque. Et donc ces lanternes, le but c'était de faire fuir les esprits. Et l'idée trouve son origine dans le personnage de Jack O'Lantern. Donc ça c'est un mythe irlandais, je pense qu'on a tous entendu parler du nom de Jack O'Lantern. Au départ il s'appelle Stingy Jack, qu'on peut traduire par Jack l'avare. Donc l'histoire c'est que Jack avait invité le diable à prendre un verre. Alors moi j'adore les histoires sur le diable parce qu'en général elles sont super drôles. Et puis il y a toujours de l'alcool ou du sexe, c'est bizarre ça. Ou des mensonges. Ouais, c'est étrange. C'est un peu comme l'histoire du pont du diable, tu sais, où toutes les nuits le diable venait défoncer le pont. Et les pauvres ouvriers qui le lendemain matin devaient refaire le pont. Et le diable qui rigolait trop dans son coin de détruire le pont. Sauf que là pour le coup, c'est le diable qui passe pour le dindon de la farce. Puisqu'en gros Jack l'invite à boire un verre, mais sauf qu'il compte pas payer. Il est avare après tout. Oui. Donc il dit au diable, écoute diable, si jamais tu pouvais te transformer en pièce de monnaie, je pourrais payer et puis au moins on pourrait repartir en honnête homme. Donc le diable se change en pièce et là, qu'est-ce qu'il fait le bon Jack ? Il met la pièce dans sa poche et il se place à côté d'une croix en argent. Donc le diable ne peut pas se retransformer. Et donc il lui dit, bon, je suis ok pour te libérer, mais à une condition, et même à 2 conditions. La première, c'est que pendant 1 an tu me laisses tranquille, et la deuxième, c'est que si jamais je meurs, tu réclameras pas mon âme. Donc le diable donne son accord, donc Jack s'éloigne de la croix en argent, il sort la pièce de sa poche, le diable reprend sa forme, comme il a donné sa parole, il repart sans réclamer son dû et sans se venger. Et c'est bien connu que le diable tienne toujours parole. Et c'est vrai en plus. Il est pas du tout fourbe le diable. Non, il est sympa ce diable en fait. En fait, il faut juste savoir comment le prendre, c'est exactement. Tout. Et donc l'histoire ne s'arrête pas là, puisque l'année suivante, alors celle-là elle est pas mal, l'année suivante, Jack réussit à convaincre le diable de monter dans un arbre pour cueillir des fruits.
Il est sympa, hein. Il est quand même Il est vachement serviable. sympa, hein. Non, mais... Serviable, sympa, et en plus, il aime les fruits. Donc, Alors moi, je sais pas si vous êtes croyant ou pas, mais j'ai tendance à penser que dans les religions, on nous présente le diable comme un mec un petit peu odieux, à qui on peut pas faire confiance, qui rend pas service. pas du tout. Bah là, ouais, on voit quelqu'un qui est prêt à aider son prochain sans hésiter. On lui demande, tu peux monter sur un arbre pour cueillir des fruits, il y va. Puis c'est vachement difficile de monter un arbre avec des sabots aux pieds. Oui, c'est vrai. Attends, c'est compliqué quand même. Il a peut-être utilisé son trident. En tout cas, pendant que le diable est en train de grimper à l'arbre, Jack, pendant ce temps, est en train de s'affairer à graver un signe de croix sur le tronc pour l'empêcher de redescendre. Et là, il lui dit, bon ben, je veux bien te laisser descendre, mais par contre, il va falloir que pendant 10 ans, tu t'engages à me laisser tranquille. Et si jamais je meurs avant les 10 ans, tu réclameras pas mon âme. Donc le diable se met un peu en colère, il dit, bon ok, c'est bon, mais maintenant tu me fous la paix, tu me laisses descendre. Ouais, il voulait descendre de l'arbre quand même, le diable. Ah, il n'allait pas passer sa vie là-haut maintenant. Même l'éternité dans un arbre, c'est pas sympa. Donc le diable redescend, Jack s'en va faire ses affaires, sauf que peu de temps après, il meurt. Donc il arrive au paradis, et là Dieu lui dit, non, 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 mais moi je laisse pas rentrer un mec comme toi, là, on a bien vu que t'étais quelqu'un de fourbe, t'as pas ta place ici. Bon, donc Jack il se dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et là le diable lui dit, mais de toute manière tu peux pas venir en enfer non plus, puisque je t'ai promis de pas réclamer ton âme si tu mourais et que les 10 ans sont pas passés. Et donc il lui donne un morceau de charbon en lui disant, ben c'est pas grave, tu vas prendre ça et tu te serviras de ça pour éclairer ton chemin. Donc là-dessus, Jack creuse un navet, il met son morceau de charbon dedans pour faire une lanterne, et depuis, il traverse la terre à la recherche de quelque chose pour s'occuper en fait. Et donc c'est de là-dessus qu'est venue l'idée de tailler les navets dans un premier temps pour en faire des lanternes. Ça fait quand même une petite lanterne, un navet. Oui, c'est d'ailleurs certainement pour ça qu'ils en ont changé après. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par la suite, on trouve peu de traces des rituels qui étaient effectués à l'époque, puisque l'Église chrétienne a tout fait pour supprimer cette fête qui était païenne. Mais apparemment, il était question de sacrifier du bétail et de disposer les os dans le feu. C'est sympa ça. Et donc les Celtes, quand ils organisaient cette fête de Samhain, ils savaient que les fantômes, les défunts, n'étaient plus invisibles, et ils craignaient d'en croiser un. Et en particulier, il craignait de croiser ce bon vieux Jack qui était quand même réputé pour être fourbe. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait des déguisements pour faire peur aux esprits et les faire fuir. C'est de là qu'est venue la coutume de se déguiser pour Halloween. Donc, dans un premier temps, c'était des déguisements simples. Par exemple, ils mettaient de la suie sur leur visage. Et par la suite, ils ont commencé à mettre des masques. Alors, l'idée, c'était pas seulement de faire peur, c'était aussi que les défunts ne les reconnaissent pas. Ouais, donc on a vu que la fête de Samhain, c'était certainement l'origine de la fête d'Halloween. Maintenant, il faudrait qu'on essaye de comprendre comment ça s'est exporté en Amérique. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'entre 1845 et 1849, les Irlandais qui avaient l'habitude de faire pousser des pommes de terre pour se nourrir, entre autres choses, se sont rendus compte que les pommes de terre ne poussaient plus, qu'elles pourrissaient à cause d'une bactérie. Et donc, il y a eu une grosse famine sur cette période, et donc ils ont émigré aux États-Unis. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont découvert la citrouille, et ils se sont rendus compte que c'était quand même beaucoup plus facile à sculpter que les navets. C'est à partir de là que les citrouilles ont été utilisées pour faire les fameuses jack-o'-lanternes. À l'époque, et dans un premier temps, quand ils sont arrivés aux États-Unis, Halloween, c'était pas tout à fait la distribution de bonbons. Ça ressemblait plutôt à une fête du vandalisme, un peu comme dans les films The Purge. Ah oui. C'est quoi le titre français déjà? American Nightmare. Voilà, ça ressemblait un petit peu à ça. Et donc les enfants, sous couvert de l'anonymat de leur costume, semaient la terreur dans le voisinage. Et ça a duré donc de l'arrivée des Irlandais en 1845 à peu près, jusqu'à bien 1914. Ce qui s'est passé, c'est que en novembre 1912, dans le village de Yawata dans le Kansas, il y a une personne qui s'est réveillée et qui a découvert que son jardin était saccagé. Les fleurs étaient arrachées, piétinées, les plantes aussi. C'est pas très gentil ça, Léon. Non, et ça l'avait pas mal agacé, cette pauvre dame. Donc l'année suivante, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, si je fais une fête à mon domicile, que j'invite les enfants chez moi et que je leur donne des bonbons, qu'on s'amuse, ils vont se fatiguer. Essayer de les acheter, quoi. Mais même pas les acheter. L'idée, c'était qu'ils vont être tellement fatigués qu'ils n'auront plus d'énergie pour vandaliser son jardin. Ah, d'accord. Donc, elle tente ça, sauf que pas de bol, le lendemain, ils ont à nouveau piétiné et arraché les plantes. Ah, les enfants. Mais elle abandonne pas.
elle se dit « j'ai pas vu assez grand ». Et donc en 1914, elle en parle à la mairie, aux autorités locales, et elle leur dit « il faut qu'on fasse une maxi-fête, mais dans toute la ville ». Donc ils organisent des parades de costumes, des jeux, la distribution de bonbons, et là tout le monde joue le jeu. Alors le lendemain, il y a encore eu un petit peu de vandalisme, mais quand même, ils remarquent que ça a beaucoup diminué par rapport aux années précédentes. Tu vois, comme quoi le sucre, ça a toujours du bon. On nous dit que ça énerve le sucre, Mais oui, mais la non, preuve la que preuve que non, là, ça les a calmés. c'est une question de contexte. Et donc, ils ont mis ça en place, et ça a commencé à s'étendre dans tout l'État du Kansas, jusqu'à atteindre tout le pays finalement. Et la tradition officielle du trick or treat, donc de demander des bonbons ou un sort, elle a vraiment été établie un peu plus tard, en 1930. Oh, ben ça va. Avant, on n'avait pas de malédiction, c'est bien. Vous pouvez refuser les bonbons. Ben, tu pouvais les refuser en ayant moins peur, en tout cas. Disons que tu n'allais pas être maudit, mais que ton jardin risquait de prendre cher. Voilà. Il vaut mieux le jardin que la malédiction, du coup. Ouais, c'est pas faux. Alors, aux États-Unis, contrairement à nous, Halloween se fête quasiment tout le mois d'octobre, puisque nous, c'est une fête qui s'est mise en place assez récemment, finalement, qui prend un petit peu, je trouve que dans les villages, etc., on voit pas mal d'enfants. Un peu d'ampleur, ouais. C'est sympa, en plus, un peu de décoration aussi. Et puis ça accompagne bien l'avenue de l'automne, ça permet d'éclairer un peu plus les journées qui sont plus courtes. Moi, je joue le jeu. Moi, j'aime bien aussi. Moi, je joue le jeu, Halloween, un peu. Moi, je me déguise, je donne des bonbons, je vais en chercher aussi. Et il maudit aussi les gens, des fois. Mais bon. Seulement ceux qui l'ont mérité. En tout cas, aux États-Unis, oui, dès le 1er octobre, les gens commencent à décorer leur maison, à choisir le costume, à regarder des films d'horreur tous les soirs. Ils font des marathons d'Halloween. Un film par soir. Ça. Ah, c'est sympa. On devrait essayer un jour. Ah, mais moi, je le fais un peu. Dès le 1er octobre, je lâche tous les jeux qui sont pas dans le domaine de l'horreur. Mais tu regardes pas de films? Ah, je regarde des films aussi. Ah, en plus. C'est les jeux d'horreur, les films d'horreur. Je me mets dans l'ambiance. La thématique de l'horreur jusqu'au 31. Ouais, je le fais à l'américaine. Un vrai Amerloc. Et quand on dit Amérique, c'est l'Amérique c'est pas juste les USA, c'est aussi le Canada. Au Canada, ils sont très friands d'Halloween aussi. D'accord. Quand on peut regarder des vidéos sur YouTube, etc. Tu tapes Halloween, Toronto, Vancouver ou quoi, et tu vois des quartiers entiers qui sont remplis de décorations, mais des décorations folles, avec des sculptures qui bougent, qui chantent, tout le monde bouge, c'est incroyable. Je sais qu'aux États-Unis, ils font des concours aussi par quartier pour les meilleures décos, comme un peu à Noël d'ailleurs. Donc du coup, c'est vraiment une fête qui est très 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 ancrée dans le folklore américain. Donc c'est assez sympa quand même. Ouais, et d'ailleurs, je désespère pas un jour d'aller voir ça sur place. Ah, c'est un vœu pieux. On verra, l'avenir nous le dira. Après ce brillant exposé sur les origines d'Halloween... Alors arrêtez, vous me flattez, monsieur. Ouais, je sais, mais je suis obligé. Je suis obligé parce que bon, on fait le podcast à deux, donc il faut pas que je te flatte un peu. Il faut que ça continue quand même. Je vais pas te dire que c'est nul, mais... Il faut qu'on arrive à pas se brouiller avant la fin de la première saison, en tout cas. Ouais, en tout cas, avant la fin de la première saison, mais moi, là, je vais sortir du lourd. Je vais sortir du lourd, c'est un cas, un meurtre d'Halloween qui n'a jamais été résolu. C'est le cas, alors excusez-moi, moi je n'ai pas du tout l'accent anglais. Shame Weiss ou Weiss, vous verrez sur internet, ça s'écrit W-E-I-2-S et Shame, C-H-A-I-M, comme ça si vous cherchez un peu, vous le trouverez plus facilement. Donc voilà, le lieu, je vous plante un peu le décor, c'est Long Beach, New York, 1er novembre 1986. Voilà. Âgé de 15 ans et originaire de Staten Island, vous voyez, je fais un peu d'effort quand même, dans l'état de New York. Merci Léo. Shameless était l'aîné de 3 enfants d'Anton et Patsy Weiss. Ses grands-parents avaient fui le nazisme en émigrant aux États-Unis. Juif orthodoxe, Shame était étudiant au lycée Torah de Long Beach, dans l'état de New York, un établissement qui mettait l'accent sur le respect de la pratique religieuse. Il résidait au 3e étage de l'internat de l'école, situé à 3 blocs de l'établissement scolaire. Ça fait un peu loin l'internat quand il réfléchit. Je sais pas, j'ai pas d'idée comment ça peut être, parce que c'est vrai que j'ai pas vu de photos, j'ai pas voulu non plus voir de photos, donc du coup, mais je suppose que comme tout est grand là-bas à New York, ça doit être effectivement assez éloigné. 40 étudiants étaient donc internes à cette époque. Petit internat. Oui, petit internat, effectivement, parce que c'est vrai que 40, même en France, c'est pas un grand... Non. Ni en Europe, c'est pas des grands internats, donc... Mais je pense que c'est aussi lié au côté juif orthodoxe. Je pense qu'il y a ce côté où ils préfèrent peut-être aussi rester ensemble. Mais donc, Léo,
Le matin du 1er novembre 1986, Don Daly, un détective de la police de New York, est dépêché sur place pour enquêter sur le meurtre de ce fameux Shane. À 7h30 du matin, ne voyant pas le jeune homme arriver à la prière, un surveillant était venu dans sa chambre pour le réveiller. Il trouva le corps sans vie du garçon, complètement disloqué, et c'était un détail important, sa colonne vertébrale ayant été mise à mal par un violent coup sur le crâne. Ah ben pour que la colonne vertébrale elle soit disloquée, j'ose même pas imaginer la force du coup. Oui, et surtout le crâne aussi avait subi beaucoup de dégâts, donc du coup oui, on peut dire effectivement Léo, c'est un coup avec une très forte force qui a pu disloquer cette colonne, puisque c'est quand même quelque chose qui soutient tout le corps et c'est assez solide. Le jeune homme a été frappé plusieurs fois à la tête, dans le cou et sur le visage. Il devait pas être très beau à voir quand même. Hein. Il était alors encore en pyjama, signe qu'il dormait probablement au moment des faits. L'arme du crime, supposée être une sorte de hachoir, ne fut pas retrouvée. Donc on est toujours dans la supposition, c'est sûrement un hachoir, mais rien n'est sûr. Hein. On trouva sur les draps une mèche de cheveux qui n'appartenait pas à Shane. Il n'y avait par contre aucune preuve de violence sexuelle, de cambriolage ou encore de forçage de serrure. Donc on peut imaginer que c'est plutôt quelqu'un de l'intérieur qui est intervenu. Oui, on peut l'imaginer. En sachant que comme il n'y a pas de serrure, effectivement, pas de forçage. Hein. L'inspecteur Daly arriva sur place un samedi, jour de Shabbat. Ah ben il n'est pas arrivé au bon moment. Non, il n'est pas arrivé au bon moment, surtout que le Shabbat c'est quand même assez important pour la religion juive, donc du coup il arrive vraiment pas au bon moment. Il explique que quand nous sommes arrivés, c'était un samedi, jour de Shabbat, nous sommes arrivés vers 8h du matin et c'était difficile de parler à qui que ce soit parce qu'en tant que juif orthodoxe, il ne pouvait rien écrire ce jour-là. On ne pouvait pas prendre de déposition de qui que ce soit puisqu'il ne pouvait pas écrire ni signer. On avait l'impression que beaucoup d'étudiants étaient trop effrayés ou timides pour nous parler. Ah ouais, comme si limite ils savaient quelque chose mais que finalement on leur mettait la pression pour qu'ils disent rien. Exactement, on a l'impression quand même, certes on peut être effrayé mais timide pour parler, c'est un peu compliqué, surtout que bon, tu as quand même des relations avec tes amis ou tes connaissances dans l'internat, donc bon, c'est quand même assez étonnant ce mutisme, on va dire, même en plein Shabbat. Ouais, il devait bien avoir des potes quand même soit avaient vu quelque chose ou entendu, ou qui en tout cas se disaient ben, c'est pas possible, il faut qu'on trouve le meurtrier, on va trouver tous les indices. En tout cas, oui, j'espère pour lui qu'il avait des amis dans l'internat, mais en tout cas, personne ne veut parler, soit trop effrayé ou soit trop timide. On lui indique qu'il serait plus aisé pour tout le monde de lui parler une fois le soleil couché, une fois que Shabbat serait terminé. Et oui, puisque ça commence le vendredi soir, du coup, à la coucher du soleil, et ça se termine le samedi suivant, quand le soleil se couche à nouveau, 24 heures pile poil. Exactement, et une fois par semaine. L'enquêteur trouva dans la chambre de la victime plusieurs indices laissant penser que le meurtrier était familier des coutumes du judaïsme orthodoxe. Le corps avait ainsi été bougé 2 fois, plusieurs heures après que le meurtre ait eu lieu. Oui, mais alors ça, à la limite, on dit c'est peut-être le meurtrier qui connaît le judaïsme. Mais si le corps a été bougé plusieurs heures après le meurtre, c'est peut-être pas le meurtrier qui l'a bougé. Alors c'est peut-être pas le meurtrier, mais en tout cas, même si c'est pas le meurtrier, tu verras ensuite Léo qu'il y a des éléments qui font penser que le meurtrier était quand même très coutumier de la religion juive orthodoxe. Du coup, le surpris de voir que la fenêtre était ouverte, alors que les nuits d'octobre étaient déjà froides, on est à New York, je vous le rappelle, Daly s'enquit auprès du personnel d'une explication. Il apprit qu'il était coutume de laisser la fenêtre d'un défunt ouverte pour permettre à son esprit de sortir, mais aussi de s'assurer que le corps est disposé à l'endroit le plus bas et le plus froid de la pièce. Donc du coup, c'est pour ça que je pense que l'inspecteur, fort de ses constats, pense que le meurtrier, en tout cas où les meurtriers, parce que ça se trouve il peut en avoir plusieurs, étaient assez coutumiers de la religion juive orthodoxe. Oui, mais alors là où ça va poser question, par exemple, admettons que le meurtrier soit coutumier de la religion juive orthodoxe. Pourquoi est-ce qu'il assassinerait quelqu'un et il se dirait bah tiens, je vais être sympa, je vais faire en sorte que son âme puisse quitter le bâtiment. À la limite, il se dirait même l'inverse. Il se dirait ah ouais, je vais lui faire payer et en plus son âme va rester enfermée là. Il n'aurait pas ouvert la fenêtre. Moi, ça me laisse penser que c'est plutôt quelqu'un qui est arrivé après,
qui a vu le corps comme ça, qui l'a déposé par terre et qui a ouvert la fenêtre, et qui s'est barré sans rien dire à personne, en mode faudrait pas qu'on croie que c'est moi quand même. Ouais, mais bon, quand tu vois quand même quelqu'un de mort, que tu sois de telle ou telle confession, tu vas d'abord appeler la police, même si tu es en plein Shabbat. Je comprends que la religion, ça Mais ils soit peuvent pas important. utiliser de téléphone pendant Shabbat. Oui, mais il y a sûrement des exceptions quand même. C'est Bah, je comme suis dans pas sûr. toute. Donc, du coup, bon, en tout cas, le corps a été disposé comme ça, au plus bas, au plus froid, et la fenêtre a été ouverte. Donc du coup, c'est quand même s'il y a eu une personne qui est intervenue après, ça se trouve, la première personne, c'est elle qui l'a fait comme ça, parce qu'elle était très soucieuse de la religion. Oui, c'est C'est aussi possible. une possibilité, tu vois. Ça se peut. Ça se peut. Après, tout est ouvert, hein. Donc du coup, comme c'est le meurtre n'a jamais été résolu, donc voilà. Mais nous, on va le résoudre. Nous, en tout cas, on va essayer de le résoudre et on va vous proposer des choses. Un des rabbins demanda qu'on laisse une bougie à la mémoire du défunt dans la chambre de Shem. Bougie qui devait brûler pendant 7 jours. La scène de crime fut ensuite condamnée et les étudiants durent quitter le dortoir. Pourtant, 2 jours plus tard, une seconde bougie apparut comme par magie. Or, personne dans l'établissement n'admit l'avoir déposée. Donc du coup, personne ne dit rien, personne ne sait rien. La bougie, elle apparaît comme ça ne choque personne et tout le monde repart comme ça, à vaquer à ses occupations. Ben alors ça, on peut se poser la question. Est-ce que c'est le meurtrier qui a mis une deuxième bougie de son propre fait parce que malgré le meurtre, il voulait quand même faire passer un message positif sur le plan religieux? Ou alors, deuxième scénario, c'est la personne, si c'était une autre personne en tout cas, qui a ouvert la fenêtre et déposé le corps par terre, qui ensuite est venu déposer une deuxième bougie, peut-être un peu sous forme d'excuse de n'avoir pas pu prévenir la police par Ouais. téléphone ou quoi. Ouais, ou ça peut être, comme l'inspecteur délit, un geste de sympathie tout simplement, tu vois, pour respecter aussi toutes les coutumes juives, par Ça exemple. peut être un de ses Ça potes peut qui a être. rien à voir dans l'histoire Voilà. et qui a voulu mettre une bougie, ouais. Ça peut être. Mais bon, c'est quand même un mystère, cette deuxième bougie, qui est encore irrésolue, hein, et qui apparaît par magie. Ce qui est étonnant, c'est que, admettons que ce soit juste un pote à lui comme ça, Ouais. qui était sensibilisé par le meurtre, qui était ému, Mhm. il va mettre une bougie. C'est plutôt quelque chose de chouette. Alors pourquoi est-ce qu'il se cache? Pourquoi il dit pas c'est moi qui ai laissé la bougie parce que je voulais lui rendre hommage? Ça, de suite, ça induit des soupçons. On se pose la question pourquoi il s'est caché? On pourrait aussi penser que la bougie est apparue par miracle aussi, tu vois, un fait extraordinaire. La bougie apparaît, c'est quand même, tu vois, on pourrait aussi croire, un peu comme dans la religion juive, où lui, il a duré 7 jours, 7 nuits dans le désert. Ben là, la bougie, elle apparaît comme par miracle, et pour accompagner l'âme du défunt, tu vois. Ah oui, mais là, on n'a pas trop d'éléments qui nous permettent de penser que c'est une Non, mais réalité. pourquoi pas laisser son imagination? C'est un podcast sérieux, monsieur. Nous Non, mais essayons de nous appuyer sur des faits. certes, mais quand on n'a pas d'explication, des fois, il faut penser à l'irrationnel. Je suis pas contre, hein. Je pense qu'il y a une part d'inconnu qui est difficile à expliquer et qui peut dépasser les sentiers de la rationalité. Mais là, ça me semble un peu sorti de nulle part quand même. Alors, tu vois, ça va dans le sens de... Daily s'interroge quand même, il se dit, ouais, peut-être que la bougie, elle est apparue par magie ou quelqu'un l'a déposée. Donc du coup, il dit, je vais m'intéresser quand même à la victime et je vais faire un portrait un peu comme comment on appelle ça aux États-Unis, ceux qui font Profilage. un profilage, tu vois. Il essaie de faire un petit profilage de la victime, donc il commence à interroger les autres étudiants. Bon, ben voilà, il trouve quelques éléments. Shane, c'était un garçon sociable, intelligent, apprécié de ses pairs, donc somme toute pas banal, mais en tout cas un garçon Le sympathique. mec un peu passe-partout. Voilà, un peu passe-partout. Il comptait parmi les meilleurs élèves de sa classe, Ah, donc pas tout à fait passe-partout. non, parce une tête hein, quand même. Il adorait jouer aux échecs et au basket. Sportif en plus, anima sana incorpore sanum, tu vois. Ouais, un intello sportif. Un intello sportif, tu vois, comme tous on aimerait ou on aurait aimé être. Cela faisait 2 ans et demi qu'il étudiait la Torah et le Talmud dans l'école en plus, donc très impliqué dans la vie religieuse. Donc voilà, donc la famille de Shem ignorait s'il envisageait de devenir rabbin, comme de nombreux étudiants le souhaiteraient, ou s'il avait pour projet de suivre les pas de son père dans les affaires. Et ça pose question. Le fait que sa famille ignore quels étaient ses projets. Du coup, on se dit, c'est peut-être une famille où ça communiquait pas tant que ça.
Parce que ça faisait déjà 2 ans qu'il était dans l'établissement. On peut imaginer que lui, il avait une idée assez précise de ce qu'il avait envie de faire. Et donc on se demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit à ses parents, bah, tiens, je veux faire rabbin, ou tiens, je veux reprendre la boîte familiale. Et peut-être que c'est parce que justement, il comptait pas reprendre l'affaire familiale et qu'il avait peur de décevoir son père. Ce qui est souvent une cause de conflit dans les familles comme ça, où il y a un héritage. Oui, mais après, si je comprends bien, s'il envisageait de devenir rabbin, c'est quand même aussi gratifiant dans des familles très religieuses de devenir rabbin. Donc du coup, je pense pas que le papa ou la maman aurait été déçu de son choix de devenir rabbin, tu vois. Donc du coup, on peut plutôt se dire que à 15 ans, on peut faire un peu de psychologie quand même. 15 ans, tu sais pas trop où tu vas, t'as pas encore fait tes choix. Donc du coup, est-ce que c'est... Et puis après, d'en parler directement à tes parents, peut-être que le fait d'être en internat toute la semaine, on ne sait pas s'il rentrait le week-end ou pas. Peut-être qu'il rentrait que pour les grandes vacances. Donc tu vois, ça ne met pas... ça ne donne pas envie de faire des confidences à ses parents, tu vois, quand tu es en internat, des fois tu le vis aussi comme une punition, donc du coup tu te confies pas trop à tes parents, plutôt à tes amis. C'est la vengeance. Peut-être la vengeance. Et selon Anton, que je vous rappelle, c'est le père de Shame, Shame était donc un garçon joyeux qui n'avait aucun problème à l'école. Il mentionne quelques petites histoires entre garçons, mais qui ne sortaient pas de l'ordinaire selon lui, donc des petites frictions, mais sans plus. Pessy, la mère de Shane, s'était montrée anxieuse à l'idée qu'il étudiait en internat. Plusieurs de ses amis étaient scolarisés dans d'autres États, mais ses parents avaient insisté pour qu'il restât dans les environs de New York. C'est lui qui fit le choix d'intégrer l'établissement. Donc on peut se dire qu'effectivement, il était quand même assez décidé pour respecter la tradition religieuse dans son choix d'établissement. Et ce qu'on voit, c'est qu'il doit y avoir un lien quand même assez fort entre lui et ses parents, puisque lui disent d'accord, tu peux aller en internat pour partir étudier, par contre tu restes assez proche de nous. Oui. Mais sauf qu'à 15 ans, on est plus proche de ses potes et que tous ses potes, Léo, ils sont partis étudier dans d'autres États. Donc il doit quand même avoir les boules en rentrant. Tu connais personne ou presque personne. Donc du coup, moi j'aurais un peu les boules contre mes parents. Donc du coup, je comprends aussi que le petit Shane, il n'ait pas voulu dire à ses parents s'il voulait faire rabbin ou s'il voulait reprendre les affaires de son père. Parce que Ah moi, ouais, je l'aurais quand même pris mal. Hein. toi t'es dans la thèse de la rébellion Ouais, juvénile. oui, oui. À 15 ans, se faire couper de tous ses potes là et arriver dans un établissement où tu connais personne, c'est pas sympa quand même. Et en même temps, c'est pas ce que décrit l'inspecteur Dali. En tout cas, c'est pas ce qu'il a entendu auprès En des tout autres cas, élèves. voilà, Parce qu'ils disent que Shame, c'était plutôt un garçon jovial, agréable, bien intégré. tout à fait. Après, il a pu être en rébellion dans un premier temps, et puis Et finalement trouver s'intégrer, sa place. tout à fait. Et puis, il était peut-être préoccupé par ses études, par les amitiés, etc. Ce qui fait qu'il prenait pas le temps d'expliquer à ses parents où il en était de ses choix. Bon, en tout cas, tu vois, la semaine précédant son meurtre, Shane n'appela pas sa famille et il avait l'habitude de le faire. Donc du coup, c'est vrai que là, on peut se dire qu'il y a quand même, une semaine avant, des présomptions, des faits qui commencent un peu à se mettre en place. Il appelle plus ses parents. Il n'y a pas de dispute avec ses parents qui ont été mentionnés. Donc du coup, c'est un peu étonnant quand même qu'il appelle plus sa famille comme il le faisait habituellement. Mais surtout s'il le faisait toutes les semaines et que là, d'un coup, il le fait pas et ça tombe pile poil une semaine avant sa mort, c'est bizarre. On se Voilà. dit, il a dû se passer un Il a dû truc se passer quelque et chose il n'ose pas peut-être. leur en parler. Oui, ça peut être ça. Ou peut-être que Halloween arrivait. Donc du coup, il s'est dit, je vais faire une semaine de fête avec mes amis. Et on va se regarder, tu vois, des marathons de films pendant toute la semaine. Et hop, il a oublié d'appeler ses parents. C'est pas Ouais, impossible. je suis pas sûr qu'ils avaient un accès fréquent à la télévision dans cet internat. Je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, Halloween était célébré un vendredi cette année-là, au moment du début du Shabbat. Dans l'après-midi, Shame il quitte sa classe avec ses amis pour suivre les rituels puis alla se coucher. Certains étudiants déclarent l'avoir vu dans l'après-midi alors qu'il lisait dans un couloir, donc il était tranquille, tu vois, il est dans un couloir tranquille, donc d'effet de Normal. normal quoi, Normal. voilà, pas de coup de sang, rien, il est tranquille sur un banc, Et il a été faire les rituels de l'après-midi en exactement, plus. donc du coup, on peut se dire que tout va bien jusqu'à là. En effet, les espaces communs étaient les seuls dans lesquels la lumière était allumée, puisqu'il est interdit d'utiliser un interrupteur et d'allumer la lumière pendant le Shabbat. Et oui, du coup, les mecs, ils pouvaient pas rester dans leur chambre pour lire. Exactement. Shame était encore vivant à 1 heure du matin. Il était l'un des 2 seuls étudiants de l'internat à disposer d'une chambre individuelle. Ah, c'est Ça, marrant c'est quand ça. même marrant, Ouais, quand ouais, même. c'est bizarre. Pourquoi lui et pas un autre? Bon,
peut-être le tirage au sort, on va savoir, le hasard. Ou alors c'était en fonction des ressources de la famille, peut-être, une histoire Ou comme ça? sinon, peut-être une histoire de complot, justement, tu vois. Ah, Il se peut qu'on l'ait mis tout seul, justement, dans le but de l'isoler. de l'isoler. Un escalier faisait le lien entre une sortie au rez-de-chaussée et la chambre de Shane. Il semblerait que l'utilisation des escaliers principaux aurait obligé le tueur, si tueur il y a, à passer devant plusieurs chambres occupées. Alors je pense que tueur il y a quand même parce qu'il s'est pas fracassé la colonne vertébrale tout seul. Mais ce que ça nous dit, c'est que le tueur avait repéré que s'il passait par les escaliers principaux, il passerait devant trop de monde. Donc on peut supposer que c'est un tueur qui avait au moins un accès facile à l'établissement et qui savait à quoi ça ressemblait. Ouais, on peut présupposer ça si on part de l'hypothèse qu'il y a un tueur, tu vois. Alors là, j'ai du mal à te suivre sur le fait qu'il n'y ait pas de tueur. Tu verras tout à l'heure, tout s'éclairera, Ah, tout s'éclairera. j'ai hâte d'en savoir plus. Mais bien sûr que tu as hâte, mais je pense que j'ai une bonne théorie. Ah, bah vas-y, continue. Tu attends le suspense, mais je vais essayer d'aller vite sur la présentation. Or, personne n'a entendu le moindre bruit inhabituel cette nuit-là. Un étudiant a juste signalé qu'on avait ouvert, puis rapidement refermé la porte de sa chambre, mais il avait cru qu'il s'agissait de son voisin et n'en avait pas fait cas. Bon, là, faut avouer que c'est un peu étrange quand même. Bah là, on se dit ça peut être Quelqu'un qui s'est trompé de le pièce. tueur, si tueur il y a. Ça Si peut tueur être- il y a. Ça pourrait être le tueur qui s'est trompé de chambre alors. Oui, c'est ballot, il a mal préparé son coup quand même. Plusieurs jours se passèrent Mais attends, sans... par contre, ça m'évoque un truc, c'est que il fait nuit. Ouais, Il n'y a pas de lumière dans les chambres, oui. juste dans les couloirs. Donc il ouvre la porte en pensant tomber a priori sur Shame. Comment il sait que c'est pas cher? Ouais, c'est ça. Parce que si Il est l'étudiant a attendu qu'on ouvrait la porte et qu'on la refermait, ça veut dire qu'il s'est pas avancé dans la chambre pour se Non. mettre au-dessus du lit et vérifier qui c'était. Mais non, C'est bizarre. il est peut-être Nyctalope, le meurtrier. Peut-être. Comme C'est- les c'est chats, un ils chat voient dans la nuit, c'est peut-être un chat. Ouais, D'où le cheveu, peut-être que c'était un poil de chat. peut-être. Mais bon, peut-être. Plusieurs jours se passèrent sans que la police ne parvienne à obtenir la moindre piste satisfaisante. L'inspecteur Daly convoqua les étudiants, les professeurs et les rabbins et les supplia de lui dire ce qui s'était passé, mais personne ne répondit. Ah, c'est peu orthodoxe comme façon d'enquêter. Exactement. Allez, s'il vous plaît, dites-moi si c'est un d'entre vous. Allez, avouez, Ah, s'il vous plaît, je c'est vous pas jure. sympa, je vous jure, je vous ferai rien. On sera sympa si vous dites que c'est vous. Alors, il a appris quelques jours plus tard que dans la religion orthodoxe, il est indispensable de disposer de preuves solides, voire de témoins, avant de pouvoir accuser quelqu'un. Pas dans la police apparemment. Pas dans la police, non. De ce fait, les étudiants ne pouvaient pas jeter le blâme sur une personne qu'ils suspectaient dans la mesure où ils ne disposaient pas de preuves. Sauf que bon, ils disposaient pas de preuves, mais personne ne dit jamais rien, donc du coup, le pauvre inspecteur, il est un peu embêté quand même. N'empêche, ça pourrait être intéressant d'essayer de trouver un peu son profil à cet inspecteur, de voir le nombre de dossiers qu'il a vraiment réussi à élucider. Parce que si ça se trouve, c'est irrésolu parce qu'il était très mauvais. Oh, Là, quand ce que même. tu nous dis, ça m'évoque pas le fin limier. Non, ça n'évoque pas le fin limier, mais quand même, on va présupposer que quand même il est passé à l'académie de police et qu'il a quand même un peu de bagage. Espérons. Espérons. Anton, le père de Shane, déclara que le fait de ne pas savoir pourquoi ni par qui son fils avait été assassiné rendait l'épreuve encore plus brutale. Qui pourrait en vouloir à ce point à un adolescent de 15 ans qui n'avait pas d'ennemi connu? En 1988, il commença sa propre enquête. Donc, du coup, ça va peut-être dans ton sens parce que quelques années Il est plus peut-être tard, meilleur que et l'inspecteur meilleur, Daly. exactement. Interrogeant rabbins et étudiants ayant côtoyé son fils, il intenta un procès contre l'école, lui reprochant sa responsabilité dans la mort de Shane qui serait due à la négligence de l'établissement. Or, je ne comprends pas pourquoi, parce que bon, à part qu'il n'y ait pas de serrure sur la porte, je vois pas ce qu'on peut reprocher à l'établissement. Bah, mais c'est bon. déjà pas mal. Ouais, mais peut-être que l'établissement était fermé, qu'il n'y avait pas besoin, personne ne pouvant rentrer de l'extérieur, il n'y avait pas besoin de mettre des serrures, hein, ils sont peut-être sûrs de leur système. Hein. Bah, apparemment, c'était pas une bonne idée. Et puis on nous dit que les portes n'ont pas été forcées en plus. Donc, du coup, le coupable serait-il à l'intérieur? Ouais, on peut se poser la question. En effet, la porte arrière aurait été cassée. Et Ah. aucun surveillant n'aurait été présent dans l'internat cette nuit-là. Selon lui, le personnel ne se serait
en outre pas montré coopératif dans l'enquête. Il indiqua que le procès n'avait pour but que de pousser l'école à aider, que s'il gagnait, il reverserait la somme à des œuvres de charité. Pardon. C'est étonnant qu'il n'y ait pas eu de personnel pendant la nuit. J'imagine qu'en général, il doit y avoir au moins un surveillant toute la nuit pour vérifier que tout va bien, pour si jamais il y en a un qui est malade ou qui se pète un orteil. Ils étaient peut-être occupés, comme dans Halloween 2, l'infirmière et l'infirmier, dans le bain à bulles tout chaud, va savoir. Peut-être. On Ça sait pourrait pas. être une explication. Ça pourrait être une explication. Parce que là, ça paraît quand même vraiment bizarre qu'il n'y ait eu personne. C'était effectivement, et la porte quand même aurait été cassée. Alors si aurait été cassée, c'est du conditionnel, donc allons savoir si c'est vraiment vrai. On ne Soit saura c'est jamais. quelqu'un qui n'avait pas la clé, soit c'est quelqu'un qui a voulu au contraire détourner l'attention en faisant semblant d'être de l'extérieur en cassant la porte. Du coup, la famille, elle propose une récompense de 100 000 $ pour tout indice menant à l'arrestation du coupable. C'est énorme, où est-ce qu'ils C'est- ont trouvé cet argent? Ah ben il est en affaire, le père. Oui, c'est vrai. N'oublie pas. Oui, mais pour l'époque, ça me paraît beaucoup, 100 000 $, même en étant en affaires. C'est peut-être une grosse affaire, alors du coup. Oui. La police n'a découvert qu'un seul indice significatif. Un jogger a déclaré avoir vu un jeune homme qui aurait pu être un étudiant de l'établissement à quelques blocs de l'école vers 7 h du matin, peu de temps avant que le corps de Shem ne soit découvert. Les tentatives pour identifier cet étudiant se sont révélées infructueuses. Les enquêteurs avaient repéré 2 suspects potentiels. Le premier était concierge à l'internat. C'est toujours les concierges de toute façon qu'on blâme les premiers. Il démissionna peu de temps après le meurtre et retourna en Europe dont il était originaire. Bon, en même temps, si le mec il est tranquille à faire son ménage et qu'on lui dit c'est toi qui as tué l'étudiant et c'est quoi vos preuves? On n'en a pas. Moi aussi, je me serais barré, je crois. Et des fois, quand on part, c'est signe aussi de culpabilité. Faut pas Ouais, l'oublier. ça donne pas une bonne image, mais bon. Le deuxième était un homme souffrant de troubles mentaux qui avait pour habitude d'attaquer des retraités à leur domicile à cette époque. Les 2 hommes avaient néanmoins des alibis solides. Oui, et Donc, puis du si coup, le mec voilà. il s'attaquait qu'à des retraités, Oui. Shaim il était quand même assez loin de la retraite. Ouais. Shaim il était à peu près aussi loin de la retraite que nous on est loin de la retraite en ce moment. Ouais, c'est ça. D'après l'administration de l'école, l'internat avait déjà été la cible de cambriolages auparavant. En outre, plusieurs incidents avaient eu lieu, comme des attaques antisémites. Durant la soirée d'Halloween, plusieurs étudiants avaient notamment été pourchassés et attaqués par des jets d'œufs. Un profiler, du coup là ça y est, on met On y les arrive. gros paquets là, on y arrive. Hein. Le profiler du FBI tenta d'établir un portrait du meurtrier. Selon lui, les succès de Shane dans la vie étaient la cause de jalousie dans son entourage. Le tueur aurait ainsi voulu se venger de la popularité du jeune homme. Il est décrit comme très intelligent mais peu sophistiqué sur le plan criminel. Ouais, c'est un portrait banal, ça. Ça sort un C'est, peu nulle part. Ouais, et puis le profiler, il doit pas être bon non plus. Hein. Il doit être à la même école que le flic là d'avant. Écoute, je veux pas dire qu'on est bon ou quoi, mais quand même le mec il est payé pour sortir ça. C'est super banal. Ouais. Je veux dire, je suis sûr que le mec, le jogger là, qui avait vu un étudiant, tu lui dis à votre avis, le meurtrier, il a quel profil, il était capable de te dire la même chose. Ou peut-être que si tu supplies le jogger, si l'inspecteur supplie le jogger, il pourrait peut-être lui donner plus d'indices. Mais bon, encore, c'est une technique que sûrement ils apprennent à l'académie du FBI. Il faudra qu'on regarde. Plus de 1000 personnes étaient présentes aux funérailles de Shane. Donc Wow, du coup, c'est énorme. ça fait beaucoup de potentiels suspects. quand Mais même, c'est hein. surtout que tu te dis à cette époque-là, il n'y avait pas internet et tout ça, ça a Non. dû faire les gros titres. Oui. Et donc j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui devaient respecter sa famille, qui sont venus Tout à fait. manifester donc ce respect. Mais ça paraît beaucoup 1000 personnes. Ben, je pense que du coup, comme aussi le père de Shem était en affaires, donc peut-être que c'est aussi une forme de respect pour les partenaires du père hein, qui est en affaires. Ouais, sans doute. Parce qu'ils ne sont pas 1000 personnes dans l'école et il n'a pas 1000 amis, parce que Ils sinon il étaient était très populaire. Ils étaient 40 à l'internat, Voilà. 1000 à l'enterrement. 1000 à l'enterrement, bon, ben, chacun voit. On vous ce laisse qu'il faire veut. les calculs. Le cas, quand même, fut réouvert en 2013. Ah. Et oui, parce que... Avec les techniques modernes, ils Voilà, exactement. Ils ont essayé de nouvelles techniques pour examiner les preuves et interviewèrent plus de 100 anciens étudiants. Tu parles qu'avec toutes les années qui sont passées, ils se rappellent de quelque chose. Mais surtout les mecs qui n'étaient même pas scolarisés à la même époque que Shame. C'est ça. En 2015, ils n'avaient pas fait de progrès significatif. Ils annoncèrent qu'ils pensaient que le coupable était un étudiant. Oui, c'est comme si tu jouais au loto. Hein. Je vais peut-être jouer au loto et je vais peut-être gagner 100 millions d'euros ce vendredi, sans pouvoir
pouvoir identifier personne néanmoins. Ce qui est énorme dans cette histoire, c'est qu'à chaque fois dans les séries américaines, ils arrivent et en 50 minutes, ils te règlent le truc, c'est les meilleurs, ils sont trop forts. Et là, en quelques années... Et 30 ans après, la seule chose qu'ils peuvent te dire, ah, à mon avis, c'est un étudiant parce que ça s'est passé dans un lycée. Et ouais, mais c'est ça. C'est ça, c'est Ouais, l'académie, c'est Ça s'est l'académie. passé en Amérique, à mon avis, c'est un Américain. C'est un Américain. Interrogé en 2017, Anton signala plusieurs éléments troublants. Il ne comprenait pas, en effet, pourquoi Shane était l'un des seuls étudiants à qui on avait attribué une chambre individuelle. Ah ben tu vois, donc on s'était posé la question, est-ce que c'est parce que la famille était riche ou quoi? Donc a priori, c'est pas pour ça. Toutefois, l'équipe d'enseignants expliqua que ce choix relevait du hasard. À la Peut-être courte qu'ils paille. mettent à la courte paille ou dans un chapeau, ils mettent les noms. Anton se souvient que durant un camp d'été de l'école en juillet 1986, Shane avait appelé en pleurant et en demandant à rentrer à ses parents. Ça sent pas bon ça. Peut-être l'humiliation, on va savoir. Donc juillet, on est quelques mois à peine avant le drame. Avant le meurtre. Il n'avait pourtant plus jamais évoqué cet incident par la suite. En août de la même année, alors que Shane rendait visite à sa famille en Europe, le principal avait appelé plusieurs fois expliquant qu'il voulait voir le jeune homme sans préciser pourquoi, ce qui avait surpris Anton. Mais le Anton, tu vois, il mène son enquête, mais en même temps, il n'est pas très curieux parce que son fils l'appelle, viens me chercher, ça va pas du tout au camp. Il le récupère quelques jours après, le fiston dit plus rien. Il se pose pas plus de questions que ça, il dit pas, ah, c'était quoi déjà ton histoire là au camp? Pourquoi tu Peut-être voulais qu'il lui a revenir posé des questions et que le Shane il n'a pas voulu lui répondre. Hein. Ouais. C'est quand tu Ouais, subis mais ça peut-être. devrait mettre la puce à l'oreille. Oui, mais quand tu subis des humiliations ou des mauvais traitements par tes camarades, t'as pas forcément envie d'en parler à tes parents Mais parce ça, que t'as ça un se peu comprend. honte. Ça se comprend. Ce qui se comprend moins, c'est que les parents en restent là. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu être intrusifs, tu vois, Ouais. respecter un peu peut-être la position de leur fils. On va C'est dire pas- ça. C'est pas très choquant, mais bon, c'est vrai quand même que ça, ils auraient pu quand même faire la démarche auprès du directeur du camp d'été pour savoir ce qui s'était passé. Bah ouais. Ils l'ont pas fait. Au retour de Shane, ses parents l'accompagnèrent pour voir le rabbin qui demanda à lui parler seul. C'est quand même beaucoup de dialogue seul avec quelqu'un, hein, le directeur, Avec un le adulte rabbin. qui ouais. a une autorité en plus. Oui. Shem n'expliqua jamais ce dont ils avaient parlé. Non mais ça c'est pareil, ton c'est fils, dingue. il se fait convoquer par le rabbin. Moi, je vais Il voir dit, le rabbin. je peux rien vous dire. Moi, je vais voir le rabbin. Bah ouais. Ou je menace mon enfant. Tu vas partir au Groenland. Peut-être. Mais bon, on ne sait jamais. Écoute, en tout cas, Anton évoque aussi un échange surprenant avec le rabbin quelque temps après le meurtre de Shane. Ce dernier lui aurait dit de réfléchir aux mauvaises actions dont il avait pu être l'instigateur et qui pourrait expliquer pourquoi la mauvaise fortune a accablé sa famille ainsi. Ah ouais, donc le mec au lieu de dire ah, vous avez pas de chance, votre fils il s'est fait assassiner, on est désolé, il dit ah, votre fils il s'est fait assassiner, vous devriez vous regarder dans une glace pour comprendre pourquoi on se venge de vous. Et oui, parce que c'est le karma, ça. Ouais, Tu sais, le karma, ça frappe. Quand tu fais de mauvaises actions, ça frappe au hasard ta famille, c'est pas toi. Toi, tu fais les mauvaises actions, mais c'est souvent les autres qui prennent dans le karma. Mais est-ce qu'on a des preuves que Anton avait fait des mauvaises actions? En tout cas, le rabbin, il avait son réseau. Avant Internet, il connaissait tout, le rabbin. Donc, du coup, il est fort, le rabbin. Après, Attends, j'imagine que c'était une communauté où effectivement les gens se connaissaient beaucoup Je et la pense. parole circulait beaucoup. Le journal Pix 11 contacta ensuite le rabbin Cooper pour parler du problème survenu durant le camp de vacances ainsi que son entretien avec Shane. Ah, il y a quand même quelqu'un qui se pose la question. Tu vois, il n'y a pas que nous quand même hein, qui essayons de creuser les choses. Ça prouve qu'on a des réflexes de journalistes d'investigation. Ou de bons policiers en tout cas. Ouais. Et du coup, le rabbin, il n'est pas fou, il dit « Je veux pas y répondre, je veux pas répondre à aucune question, laissez-moi tranquille. Ah bah c'est pas du tout louche ça. » C'est un peu louche quand même. Peu de temps après cette interview, un ancien étudiant de l'établissement qui avait été interne en 1976 et 77 Donc 10 ans avant la mort de Shame. déclara, écoute-moi bien, hein, Je t'écoute. qu'il avait été victime de mauvais traitements réguliers des mains d'un rabbin. On parle de coups de poing, pieds, d'oreilles tirées violemment, entre autres. L'homme accuse le rabbin Cooper d'avoir eu connaissance de ces violences et d'avoir permis qu'elles continuent. Ça c'est quand même assez stupéfiant parce que tu te dis que dans un établissement qui met l'accent sur la religion comme ça, les principes religieux, on devrait plutôt être dans un climat apaisé, de communion, d'échange.
de communication en tout cas. Ben, en tout cas, tu confies pas tes enfants à des personnes en qui tu as toute confiance pour que ces dernières, elles maltraitent tes enfants. Oui, Donc parce du que là, il se coup, faisait tabasser, ce ouais, pauvre c'est mec. pas quand même très sympa, des coups de poing, des coups de pied, des oreilles tirées, c'est pas digne d'un enseignant, quel que soit l'enseignant. Il apparaît en tout cas qu'un étudiant se serait pendu dans l'internat quelques années avant le meurtre de Shane. Attention, le fantôme guette. Le Mhm. doyen de l'école aurait répondu que c'était un garçon à problème et dépressif. Donc du coup, forcément, il s'est pendu et du coup, C'est sa faute. c'est sa faute. Le pauvre, il est Oh. dépressif, il se pend, il hante les couloirs et du coup, il se venge sur le pauvre En petit tout cas, garçon. cette administration scolaire là, ils assument pas trop leurs responsabilités, on dirait. Ils aiment bien jeter le blâme sur les victimes. Oui, c'est pas moi, c'est l'autre. Et C'est donc, plus simple. là, si on met bout à bout ces deux éléments, donc on a un étudiant qui dit qu'il a été victime de mauvais traitements, Mhm. et on en a un autre qui s'est pendu. Donc on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas eu des mauvais traitements similaires qui ont été infligés? Ouais. Et ça pose la question. Est-ce que Shame lui-même aurait été victime De de mauvais mauvais traitements. traitements? On peut, Est-ce qu'on déjà, a des théories eh ben, déjà? Est-ce que tu as une théorie à nous avancer? moi je pense qu'il y a deux cas de figure qui se Dis-nous. dessinent. Le premier, c'est le fait que le meurtre soit à l'intérieur. On a plein d'éléments qui mettent la puce à l'oreille. Le premier, on l'a déjà relevé et Anton aussi, le fait que Shame ait été placé dans une chambre individuelle. Alors ce serait le hasard. Ouais, Mais le et hasard. si c'était pas le hasard? Parce que les chambres individuelles ne pouvaient pas être verrouillées, tu nous as dit. Oui, Et alors j'avais aussi un peu fait quelques recherches en parallèle et j'ai vu que les chambres doubles, par contre, pouvaient être verrouillées. Donc on peut se dire, si on laisse quelqu'un dans une chambre individuelle, donc où déjà il n'a pas de colocataire qui peut vérifier Mhm. qu'il va bien, et en plus la porte ne peut pas être verrouillée. d'accord. Donc on laisse l'accès libre à quelqu'un pour venir le tabasser, abuser de lui sexuellement, voire le tuer. Après, il y a aussi cette question des rituels de la fenêtre ouverte et du corps bougé deux fois pour être mis au sol. Donc, comme on disait, ça c'est plutôt le signe de quelqu'un qui a connaissance des rituels du judaïsme orthodoxe et Mhm. qui non seulement les connaîtrait, mais les respecterait. D'accord. Donc, ça peut être un étudiant, Ça ça peut peut être être un un étudiant enseignant. ou un enseignant enseignant. ou le fameux rabbin, Oui, tout à fait. tu vois, qui maltraitait les autres, l'autre personne avant. Après, il y a aussi le fait que absolument personne n'ait aucun indice à donner à la police, même si la police les a suppliés. Léonard, c'est Shabbat. Oui, sauf que Shabbat, ça dure jusqu'au coucher du soleil. Sauf qu'après, on n'accuse pas dans la religion juive orthodoxe quelqu'un sans preuve. Donc du coup, peut-être qu'ils avaient des soupçons et pas de preuves, ils ont tous décidé, conformément à leur religion, de ne pas donner de nom. Alors ça, on peut l'entendre. Moi, l'impression que j'ai quand j'entends tout ça, c'est que les étudiants avaient peur quand la police est arrivée. Donc ils peuvent avoir eu peur parce qu'ils se sont dit, mais est-ce qu'il va y avoir un autre meurtre? Mais Ouais, peut-être qu'ils avaient peur parce qu'il y avait une pression aussi des rabbins, des enseignants, en leur disant, vous ne dites rien. c'est Shabbat. Mais pas, non, pas parce que c'est Shabbat. Vous Ah. ne dites rien parce que ils savent très bien qu'ils infligent des mauvais traitements aux élèves. Et ils ont peur que le meurtre vienne mettre en lumière ces mauvais traitements. D'accord. Ou alors, Tu veux dire qu'ils se couvriraient, même s'ils n'ont rien fait, ils préfèrent se couvrir et menacer les autres élèves de sanctions quelles qu'elles soient, et plutôt que de dénoncer quelqu'un ou de dire oui, on a des soupçons sur quelqu'un. non, j'irais plus loin que ça. J'irais jusqu'à dire que peut-être Shame était victime de mauvais traitements Ouais, et les avait menacés de les dénoncer. d'accord. Parce que, donc on sait qu'au camp de vacances, il y a eu des histoires. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et on ne sait qu'il pas a avec été- qui, parce que ça se trouve, On c'était sait pas avec des avec qui. camarades. C'est possible. En tout cas, le rabbin le convoque Ouais. et personne ne sait jamais ce qui s'est dit à ce moment-là. Oui, ça Et c'est le vrai. rabbin avait appelé plein de fois la famille pendant l'été. Il est là, Chaim, il est là, Chaim, il faut qu'il vienne me voir, etc. Donc on se dit, il y a peut-être eu une pression à ce moment-là, et Chaim qui dit, non mais moi je vais quand même finir par raconter ce qui se passe ici. Donc l'alibi du meurtre, le mobile pardon, du Mhm. meurtre, ce serait ça, ce serait de faire taire un élève rebelle qui menace de remettre en cause l'autorité et de révéler les mauvais traitements qui ont lieu et qui ont lieu depuis des années. Alors, je suis d'accord sur ta théorie, elle est intéressante, mais imagine quand même la force qu'il faut pour fracasser un crâne et encore plus disloquer une colonne vertébrale d'un être humain. C'est Ouais, compliqué ça quand même. Ça, je vois pas en quoi ça vient remettre en cause le fait que le tueur pourrait être quelqu'un en interne. Ben si, parce que du coup,
Imagine un être humain capable de faire ça. Il faut quand même qu'il ait une force très puissante pour fracasser le crâne dans un premier temps, et en plus de fracasser avec le crâne la colonne vertébrale. Le crâne, c'est quand même très dur. La colonne vertébrale, c'est quand même aussi très compliqué à la fracasser, du moins la disloquer exactement. C'est même pas la fracasser, c'est la disloquer. Donc il faut avoir une force surhumaine. Donc c'est soit un rabbin qui fait 1,90 m et 90 mètres de large avec des bras comme des burins, mais ce qui est rare chez les rabbins à mon avis. Mais du coup, tu vois, moi je m'interroge quand même sur cette force un peu surhumaine pour tout faire là. C'est un peu bizarre. Et alors, qu'est-ce que tu verrais? Moi je verrais une bonne vengeance. Alors, dans la religion juive, il existe ce qu'on appelle un golem. C'est une statue qu'on fait en argile, hein, à peu près de taille humaine, hein, qui est dotée d'une force surhumaine. Donc, bien sûr, elle existe dans cette religion, mais du coup, c'est un peu de la sorcellerie, hein, il ne faut pas non plus. Donc, on l'investit de pouvoir et d'une force surhumaine. Il a dû se passer quelque chose au camp de vacances qui n'a pas plu à un de ses camarades. Le camarade a eu accès au golem, à la technique pour fabriquer le golem, et du coup il s'est vengé comme ça. Et là ça justifierait non seulement de lui avoir attribué peut-être une chambre au sol, parce que c'est plus facile pour rentrer, donc du coup le meurtre se fait plus facilement, personne n'a rien vu. Donc à la rigueur, on peut se dire que le golem était à l'intérieur déjà. Ça Mais expliquerait où est-ce qu'il aussi l'aurait caché, ce golem? le golem, il le cache dans sa chambre. C'est peut-être quelqu'un qui avait aussi une chambre individuelle. Ou peut-être qu'il y avait plusieurs personnes impliquées qui l'auraient caché dans une chambre double. Tu Sauf vois. que tu dis qu'il n'y a aucune trace qui a été laissée. Alors déjà, il y a eu un cheveu qui a été retrouvé sur le lit. Les golems n'ont pas de cheveux. Les Et la go- deuxième chose, Alors, c'est que comme tu l'as précisé, les golems sont faits en argile. Donc il aurait laissé des traces d'argile. Alors, pas forcément, parce que le golem, c'est pas de l'argile liquide. Quand l'argile est sèche, l'argile ne perd pas, elle ne se disloque pas, elle reste d'un bloc. Et le golem, en plus, bien, ça a été prouvé à plusieurs reprises qu'un golem, ça reste d'un seul bloc. Ça ne se casse pas. Pour le casser, il faut casser l'enchantement qui a été fait, et seule la personne qui a créé le golem peut le casser. Donc, du coup, Oui, sauf que tu nous parles de golem, admettons. C'est un concept que je connais, sauf que je le connais dans la littérature. J'ai jamais rien lu qui laisse penser que, à notre époque moderne, la technique du golem soit réelle. Est-ce que tu as des sources et des faits étayés qui démontrent qu'il y a déjà eu des affaires où on a pu prouver qu'il y avait eu un golem qui avait été utilisé? non. Bon, donc on va mettre cette théorie de côté, je crois. Alors, effectivement, je n'ai pas de source parce que, effectivement, quand on parle de golem, on écarte toujours cette possibilité-là. Il n'y a pas de rapport bien précis, il n'y a que des témoignages où des personnes ont utilisé des golems dans l'histoire, etc. Non, mais on n'a pas de preuves matérielles que ça existe. C'est comme les loups-garous, les vampires, on n'a pas de preuves Et matérielles, on n'a mais surtout aucun témoignage qui laisse penser qu'il pourrait y avoir un golem. à New York, Non, mais là, dans cette affaire mais du justement, meurtre de Shane, c'est justement ça c'est justement pour cette raison que le golem, c'est la piste la plus solide à mon avis. Le golem, ça ne laisse pas de traces, ça a une force incroyable, ça peut défoncer un crâne. En plus, ce qui prouverait que ça soit un golem, ou en tout cas une créature proche du golem, ça serait que comme le golem, il est mandaté que pour faire une chose, une action bien précise, quand il est allé dans l'autre chambre où il a ouvert la porte, il a bien vu que c'était pas Shane. Donc il est parti, il est retourné à la recherche de Shane. Donc tu vois, ça fait quand même non, c'est beaucoup. pas possible parce Ça que fait... ça sous-entendrait que la personne qui lui a commandité d'aller voir Shame était à proximité Eh ben, et a pu la réorienter en disant c'est pas la bonne chambre. Sauf que s'il avait fait ça, ouais. s'il a été avec le golem Ouais. au moment où le golem ouvrait la porte, eh ben le colocataire de la chambre qui a dit je n'ai rien entendu si ce n'est la porte s'ouvrir et se refermer, j'ai cru que du coup c'était mon colocataire, Oui. il aurait forcément entendu le commanditaire s'adresser au golem. Alors, pas forcément, parce que il y a beaucoup de théories sur le golem où il y a un lien télépathique sur le golem. Ah Et non, mais là on part loin quand même.
Mais il faut quand même explorer tout. Je ne comprends pas, Léo, pourquoi tu es fermé à cette idée. Je suis pas fermé à cette Si, idée. je te sens pas très réceptif. C'est plutôt que je trouve que tu manques d'éléments factuels pour étayer cette théorie. Je trouve Tu l'as défendue parce qu'elle te plaît, mais tu l'as pas défendue parce que tu as vu dans cette affaire des éléments qui laissaient penser qu'il y avait moi, une dès utilisation que d'un j'ai golem. lu le dossier, je me suis dit, ça, c'est un golem. Et alors, je te répondrai à un autre argument. Tu utilisais le fait que les golems ont une force exceptionnelle et que Tout ça à pourrait fait. expliquer comment le coup a pu permettre de disloquer la colonne vertébrale. Tout à fait. Sauf que même si l'arme n'a pas été retrouvée, les experts se sont accordés à dire que les formes des blessures laissaient penser que c'était un hachoir. Un golem n'aurait pas utilisé un hachoir, il aurait envoyé une grosse Alors, patate dans la tronche. C'est comme l'inspecteur est tellement bon, je vais le dire comme ça, qu'il présuppose que c'est un hachoir. Il n'y a pas de certitude sur l'arme du crime. Sauf que c'est pas l'inspecteur qui présuppose qu'il y a eu une c'est utilisation le- d'un hachoir, c'est forcément il y a eu un médecin légiste, il y a eu Sauf des qu'il dit, experts. il qui n'est pas peuvent- sûr. Si on lit bien le dossier, il n'est pas sûr que ça soit un hachoir. Donc, Oui, c'était soit un hachoir, soit une hache, mais en tout cas, donc voilà. la forme des En blessures tout cas, permet je de reste dire que persuadé, Léo, que c'est un golem. Alors, ce que je te répondrai par rapport à ça, que ce soit un golem ou non, donc toi tu es persuadé que c'est un Je golem. suis persuadé que c'est un golem. Ça veut dire que tu penches pour l'hypothèse que Sur- c'est un meurtre en interne. Exactement. Mais il y a une deuxième hypothèse. Ah. C'est Le quoi cette coupable hypothèse est extérieur à l'école. Donc ça fait plus de 30 ans au final que les gens sont étonnés de cette affaire chez Mouès. On a vu qu'en 2013, l'enquête a été réouverte. Bon, il n'y a pas eu grand-chose de plus. Mais au-delà des autorités policières, les internautes comme nous cherchent aussi à défendre leur propre théorie. Tu vois? Donc il y en a certains qui estiment que la police a eu tort de se concentrer sur l'hypothèse qu'il s'agissait d'un crime en interne, et ils ont des éléments précis pour dire ce serait peut-être quelqu'un d'extérieur. Donc déjà, on sait que c'est pas le concierge qui était le seul suspect, puisqu'il avait un alibi inébranlable. Ça c'est ce sûr. que disent les gens sur internet. Je sais pas ce que c'était cet alibi, mais en tout cas, En tout cas, il était il a peut-être un avec alibi. sa famille à ce moment-là, en tout cas il n'était pas là. Donc ensuite, l'école existe depuis plus de 50 ans, c'est le seul crime de cet ordre répertorié, que ce soit avant ou après. Alors il y a la pendaison, mais la pendaison c'était un suicide, c'était pas un meurtre. Peut-être un meurtre déguisé, la pendaison, Léon. Apparemment, il n'y a aucun élément qui l'ait laissé penser en tout cas. Le meurtre a eu lieu en plein Shabbat. Donc il semble peu probable qu'un croyant ait été le coupable, parce qu'il serait allé à l'encontre de ses préceptes religieux. Oui, mais on n'est pas à l'abri, par exemple, sur cette théorie, on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui a un coup de sang, un coup d'humeur, il se dispute, il lui fracasse le crâne, il lui disloque la colonne vertébrale avec une espèce d'hachoir ou une hache, et du coup, Shabbat ou pas, tu peux avoir des sautes d'humeur incontrôlables. Alors pour moi, ça peut pas être une saute d'humeur pour une raison simple. Shame a été vu vivant à 1h du matin. Ensuite, il est allé se coucher, il a été assassiné dans la nuit, dans son lit, en pyjama. Ça veut dire qu'il dormait. Donc le meurtrier est venu en ayant prémédité l'assassinat. Donc c'est pas du coup de sang, c'est prémédité. C'est pas un coup de colère parce qu'ils se sont disputés ou quoi. C'est quelqu'un qui s'est dit... Il faut que je tue ce mec-là, je vais attendre qu'il dorme et j'irai pendant la nuit. C'est pas du coup de sang, Ouais, mais ça, du c'est de la coup- préméditation. Du coup, si le meurtrier ou la meurtrière, ça se trouve c'est une femme, on le sait pas, peut-être une histoire d'amour avortée, va savoir, ce serait comme un peu dans Roméo et Juliette, ça Ouais, serait beau. alors sauf que tu disais, c'est un golem parce qu'il fallait une force surhumaine. Je dis pas qu'il n'y a pas des femmes très fortes, Voilà. mais malgré tout, J'étais sûr. on peut se dire qu'il y a plus de chances que ce soit un homme du fait de la force du coup. Je ne vous félicite pas de penser des choses comme ça, monsieur Léo. Je Factuellement, ne alors- suis pas du tout d'accord avec ce genre de choses. Alors, moi, ce que je te dirais, c'est que je pense que les hommes et les femmes sont capables d'à peu près les mêmes choses. Par contre, en termes de force purement physique, globalement, Je il concède. y a souvent quand même une différence qui Tout à penche fait. plus dans la balance des hommes. C'est d'ailleurs Oui. bien pour ça qu'il y a plus souvent des hommes agresseurs que des femmes Oui, agresseuses. c'est pas Missulk qui est venu agresser Shane. On peut imaginer que non. Peut-être quelqu'un en déguisement de Missulk, par contre, Peut-être. puisque c'était la nuit d'Halloween. Et d'ailleurs, en parlant de nuit d'Halloween, tu nous disais un peu plus tôt qu'il y avait eu des agressions antisémites
avant le meurtre. Tout à fait. Des étudiants qui avaient été pourchassés, À qui s'étaient, l'extérieur. oui, et qui avaient reçu des œufs. Mais on peut tout à fait imaginer que ceux qui les ont attaqués les ont suivis pour voir jusqu'où ils allaient et ont repéré l'internat et ont attendu quelques heures pour venir dans la nuit s'en prendre à l'un d'entre eux. Et en fait, ils ont ouvert une première chambre, ils ont vu que c'était une chambre double, ils se sont dit, si on s'en prend à un d'entre eux, on va se faire prendre, l'autre va crier ou quoi. Et en continuant leur chemin, ils ont vu qu'il y avait des chambres individuelles et que c'était plus facile de rentrer et de ne pas se faire prendre. Ça peut être quelque chose comme ça, par exemple. Ensuite, parmi les autres éléments, donc, le lieu du crime était un bain de sang. Si c'était quelqu'un de l'intérieur qui avait assassiné Shaim, si c'était un étudiant ou le rabbin ou quoi, il arrive, il le trucide, il se serait mis du sang sur lui. Donc le lendemain matin, il aurait eu du mal à effacer les preuves sur ses habits ou quoi, il aurait laissé des traces un petit peu partout, il serait retourné à sa chambre. Et regarde, il tue Shaim, il retourne à sa chambre, il laisse des traces partout. Mais du coup, c'est pour ça que ça peut pas déjà venir de l'intérieur. Et du coup, c'est peut-être aussi quelque chose ou quelqu'un, soit il a enlevé ses habits, il est parti par la fenêtre, puisque la fenêtre était ouverte, du coup, c'est pas impossible. Oui, mais au troisième étage. Ah ben, va savoir, attends. Et du coup, ça donne aussi de un l'eau. Vampire, une chauve-souris qui Mon s'est golem, envolée. encore une nouvelle fois. Mon golem. Oui, je suis pas très convaincu de ta théorie quand même là. Alors, l'autre élément qui a été répertorié par certains étudiants, on a parlé à plusieurs reprises du fait que Anton Weiss était un homme d'affaires. Et il se trouve que Staten Island, c'était un lieu qui était occupé par la mafia. Donc certains disent que c'était une vengeance par rapport aux affaires du père, ce qui en plus est un peu étayé par la déclaration du rabbin Cooper qui lui a dit « Réfléchissez, monsieur, aux mauvaises actions que vous avez pu faire et qui ont pu conduire à une vengeance. » Mais du coup, ça se trouve, on peut imaginer que le rabbin a été mêlé aussi dans cette histoire, puisque s'il lui dit ça, on peut aussi imaginer que le rabbin a eu une mauvaise histoire avec le père de Shaim et qui s'est vengé sur le fils. Ou alors c'est un peu ce que tu disais un petit peu plus tôt. Le rabbin avait plein de connexions dans la communauté, C'est ça. et donc il a entendu qu'il y avait une vendetta. Peut-être. Ça peut simplement être ça. Et le dernier élément qui peut appuyer la théorie que le coupable est extérieur à l'école et qu'on est plus sur une vengeance peut-être liée au monde des affaires, c'est que quelques jours plus tôt, au domicile de la famille, ils ont reçu une carte postale. Et cette carte postale, elle était rédigée en langue étrangère, elle était adressée à Shaim. Mais il y avait une phrase en anglais dessus qui était « How do chickens lay their eggs? They dye them ». Donc cette phrase, on pourrait la traduire par « Comment les poules pondent-elles leurs œufs en les teignant ?» Sauf que teindre, ça s'écrit D-Y-E. Et là, ça a été écrit D-I-E, donc mourir. Donc c'est une phrase qui a l'air d'être un peu menaçante, qui laisse penser qu'on fait un jeu de mots pour dire il va être question de mort. Et ça arrive quelques jours à peine avant le meurtre. Donc ça, c'est le dernier élément sur lequel les internautes s'appuient pour dire finalement, certainement que c'est une vengeance dans le milieu des affaires et Shaim, il a été assassiné par quelqu'un d'extérieur à l'école. Donc effectivement, là, il y a quand même des faisceaux qui partent dans cette direction, en tout cas. Alors moi, je trouve que cette théorie est intéressante. Les deux théories peuvent tenir la route. Ça pourrait être quelqu'un de l'intérieur, ça pourrait être une histoire de mauvais traitement avec Shaim qui dit je vais en parler et on le fait taire. Et on le met dans des conditions où il peut être assassiné puisqu'on le met isolé au 3e étage dans une chambre individuelle. Ça tient la route. Et en même temps, on voit qu'il y a cet étudiant qui a été interne en 77 qui a parlé de mauvais traitement et qui n'a pas été assassiné. Donc ça vient un peu remettre en question pour moi. Ce serait l'élément central pour moi pour remettre en question l'hypothèse que c'est un meurtre en interne. Le fait que des étudiants aient pu parler et dire il y a eu des mauvais traitements à l'époque, etc. Et si on prend l'hypothèse que c'est un coupable extérieur, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui peuvent pencher de ce côté-là. Et le rabbin, en tout cas, il a l'air d'être au courant. Je pense pas qu'il ait joué un rôle, mais il a l'air d'être au courant. Et ça me laisse penser que ça vient de la communauté, en tout cas. Moi, en tout cas, à la lumière des deux hypothèses que tu as, sauf la mienne qui me paraît bien plus crédible, mais bon, tu n'as pas l'air... Mais ton hypothèse... Tu n'as pas l'air d'adhérer à ça, mais je comprends. Mais du coup, moi, à la lumière des éléments, là, tes deux théories, je pencherai plutôt pour
quand même l'extérieur, que le coupable est à l'extérieur de l'école et qu'il s'agit effectivement d'une vendetta liée aux affaires du père. Ah, Entre le témoignage du rabbin, la carte avec le jeu de mots un peu morbide ouais. et les disputes aussi. Donc du coup, et ce que le rabbin a dit, moi personnellement, en tout cas, je penche pour le coupable est à l'extérieur de l'école. Alors, moi, je te dirais deux choses. La première, c'est que, en fait, cette théorie du golem, qu'on l'accepte ou pas, de toute manière, elle s'inscrit dans le fait que c'est plutôt en interne. Moi, je ne suis pas idiot, je Et peux changer d'opinion. je sais bien que tu n'es pas idiot. Et la deuxième chose, c'est que moi aussi, je penche plutôt pour le coupable extérieur à l'école. Donc là, amis spectateurs, auditeurs, on vous a exposé l'affaire et les différentes théories. On vous a aussi expliqué pourquoi nous on penchait pour une théorie en particulier. Et bien, ce qu'on aimerait bien pour conclure cet épisode, c'est que déjà vous puissiez nous laisser des commentaires pour nous aider à nous améliorer sur ce que vous avez vu qui pourrait être mieux, sur ce qui fonctionne, et surtout, on aimerait savoir ce que vous pensez de cette affaire et quelle est la théorie qui pour vous a le plus de crédit. En tout cas, on vous a donné tous les ingrédients pour qu'il y ait un buffet d'effroi. Et du coup, j'espère que vous allez nous les mettre dans le bon vase, dans le bon saladier, pour qu'on puisse se régaler avec vous. Là, vous avez eu tous les ingrédients de la recette de buffet froid. On vous remercie d'être resté avec nous pendant plus d'une heure. Merci à tous de vous être attablés à notre buffet. Et on espère vous retrouver très vite pour partager de nouvelles recettes effroyables avec vous.